Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission Questions majeures. Ce sont des révélations qui ont choqué plus d'un sur le continent africain et ailleurs dans le monde. Sur un plateau de télévision, l'avocat français libanais Robert Bourgi a longuement évoqué les rapports entre les anciens chefs d'État français et certains présidents africains. Ces révélations consignées dans son livre intitulé « Ils savent que je sais tout » raconte comment les chefs d'État africains ont souvent financé de façon occulte la classe politique française. Dans une interview réalisée mercredi dernier, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a confirmé avoir donné plus de 2 milliards de francs CFA à l'ancien président français Jacques Chirac. France-Afrique, la face hideuse révélée par Bourgi, c'est le thème de questions majeures de ce dimanche soir qui reçoit comme invité Monsieur Gervais Nadambega, ingénieur de développement rural. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également avec nous M. Siaka Koulibaly, il est donc analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Sur ce plateau également, Imhotep Lianwe Bayala, coordonnateur du mouvement 2 heures pour nous et 2 heures pour Kamita. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Je le disais donc en introduction, l'ancien avocat franco-libanais et ancien conseiller des présidents Chirac et Sarkozy, Robert Bourgi, affirme clairement dans son livre qu'à l'approche des élections présidentielles en France, l'ancien président Jacques Chirac l'envoyait voir ses amis, les présidents africains, pour financer de façon occulte sa campagne électorale. C'est une actualité que vous avez suivie, qui revient au devant de la scène politique, de la scène en tout cas de l'actualité du continent, avec cette dernière sortie du président, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Alors, quel regard justement portez-vous sur cette pratique qui était connue et qui refait surface récemment dans l'actualité? Siaka Koulibaly. Oui. Mais je crois qu'on n'en finira jamais de parler de la France-Afrique. On en a parlé plusieurs fois sur votre plateau ici également. C'est pour revenir sur cette dimension des relations entre la France et ses anciennes colonies d'Afrique qui comportaient pas mal de dérogations aux règles du droit, notamment du droit international, à travers des pratiques totalement mafieuses. Et c'est ce que Bourgi essaye de remettre sur le devant de la scène en révélant à travers quelques anecdotes la réalité de ces pratiques-là. Et pour notre part, on le sait déjà, nos chefs d'État étaient tous, dans une certaine époque, tous des affidés de l'Élysée, c'est-à-dire la présidence de la République française, oui, prenaient des ordres à ce niveau et exécutaient ces ordres-là au niveau de leur pays, de sorte que le bilan des 60 ans d'indépendance qu'on peut voir, qui se résume à la pauvreté généralisée de la population et le terrorisme, provient de cette relation que nous avons eue avec la France à travers ces relations privées qu'il y avait entre les dirigeants français et les présidents africains. Et ça se voit par le fait que la plupart de ces chefs d'État ont une forte tendance à toujours se rendre dans l'Hexagone, à Paris, très facilement. Vous pouvez le voir avec certains chefs d'État dans un pays voisin qui, quasiment chaque 2 mois, se rend là-bas. Je peux prendre également l'exemple de l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, qui, en ses 10 ans de présidence, est allé à Paris 67 fois. Ce qui fait environ un rythme de 6-7 mois maximum qu'il est obligé d'être à Paris. Donc, cela montre que la légitimité de ces chefs d'État était externalisée vers l'ancienne métropole, où ils prenaient les ordres et où ils exécutaient ces ordres-là dans leur pays, en particulier en organisant le pillage des ressources des pays envers
cette ancienne métropole-là. Donc c'est bien qu'on revienne encore sur la France-Afrique et ses dimensions maléfiques. Cela va permettre donc la conscientisation des populations, notamment de la jeunesse, qui parfois n'a pas eu le temps donc, de connaître ces pratiques-là des visu, et qui vont le connaître à travers effectivement ces événements, même si, je le dis déjà, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, dans les révélations entre griffes de Robert Bourgi, il y a plusieurs autres dimensions, notamment des politiques intérieures françaises. Je pense qu'on reviendra là-dessus. Oui, on va en parler justement sur ce plateau. Gervais Nadambega, justement, comment est-ce que vous analysez donc ces révélations qui étaient connues entre griffes, mais qui sont en tout cas ramenées au devant de la scène grâce à cette interview de Robert Bourgi? Il est important de rappeler qui est véritablement Bourgi. Robert Bourgi, vous l'avez dit, un franco-libanais qui est né à Dakar. Dakar, au Sénégal, oui. Voilà. Et qui a enseigné beaucoup en Afrique, donc qui maîtrise beaucoup les Africains dans leurs mœurs. Robert Bourgi, c'est aussi l'élève de Foccart. De Jacques Foccart, oui, qui était le monsieur Élysée. Qui était le monsieur Élysée. Avec Jacques. Oui, absolument. Oui. C'est important effectivement de le rappeler. Quand on le rappelle, c'est pour noter que c'est un homme de mission. Et ce qu'il a révélé, même si on le sait, c'est important de noter certains faits. C'est seulement, il y a quelques années, le cas de la Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas, il n'y a pas de rupture dans cette pratique depuis les années 60 jusqu'à maintenant. Et le camarade Siaka faisait bien de rappeler, certains chefs d'État contemporains, j'allais dire, qui viennent de passer tout de suite, qui allaient 67 fois, et certains qui sont là et qui vont toujours à côté de nous ici, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Il ne faut pas penser cependant que c'est un hasard. Pour moi, il est toujours en mission. Et ces révélations... Robert Bourgi, vous voulez dire? Absolument. Est toujours en mission. C'est un homme de mission, comme je le disais, et il est toujours en mission pour l'oligarchie française. Parce que c'est toujours pour l'oligarchie française qu'il travaille. Ok. N'oubliez pas que c'est le bonhomme également qui a fait tomber François Fillon. Oui. Avec son affaire, effectivement, de costume de 13 000 $, alors effectivement que la limite, c'est 7 500 en France, on le sait. N'est-ce pas? Bien sûr. Donc aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir pourquoi il fait ces révélations. N'oubliez pas que le titre est révélateur. Ils savent que je sais. Et il a déposé son bouquin de 400 pages à 3 niveaux. À l'édition Lafon, pour s'assurer effectivement que, pour se protéger, à son propre niveau et au niveau effectivement de son coproducteur. Donc, c'est dire, il y a un objectif interne à la France et externe à la France. Et quand on regarde effectivement le contexte géopolitique dans le Sahel, on ne peut pas ne pas penser, ce serait vraiment naïf de notre part, de ne pas penser que ça joue un jeu central. Maintenant, ne essayons pas de faire effectivement de la divination ou des devinettes. Mais, disons-nous, comment nous pouvons utiliser ça? Parce que nous devons toujours nous mettre dans une position où ces informations-là, nous les utilisons. Nous devons nous dire, aujourd'hui, c'est clair, nous devons l'utiliser pour sensibiliser nos populations, notre peuple, pour qu'ils comprennent que lorsque nous disons effectivement que la démocratie libérale est comme des libertés et des options qu'on nous donne, comme on donne la liberté à un pigeon dans une cage, c'est juste. Parce qu'au même moment, vous avez entendu ce que le nouveau ministre français de la Sécurité dit. Il dit que l'état de droit n'est pas quelque chose de sacré. Ce n'est pas intangible. C'est eux qui le disent. Si c'était effectivement un Africain, ou moi qui le disais effectivement sur ce plateau, on dirait, ah voilà un ennemi des droits de l'homme, voilà quelqu'un qui dit effectivement, il faut effectivement de la tyrannie. Mais entre la tyrannie et la manipulation, il faut noter une chose. Et évitons effectivement d'être des gens qui ne sont pas conséquents.
nous nous rappelons toujours Sankara. Nous disons que la Russie a réussi et nous allons avec la Russie pour demander effectivement de la coopération. Mais la Russie n'aurait pas été ce qu'elle est s'il n'y avait pas eu Staline. Mais ne dit-on pas que Staline a été dictateur, qu'il a fait de la tyrannie? Mais ce qu'il faut regarder, c'est les idéaux. Et si je reviens effectivement à Robert Bourgui et à ce qu'il a dit, il faut effectivement que nous sachions ce que nous faisons de ça. Et ce que nous faisons de ça, c'est dire la démocratie libérale, tant qu'elle ne va pas être repensée, ça va être toujours un moyen pour les dominants de dicter effectivement et de choisir nos dirigeants pour nous, pour atteindre leurs objectifs, qui sont lesquels? De piller effectivement nos peuples pour pouvoir placer leur population et donner des conditions de vie agréables à leur population, pendant que nous, nos citoyens, meurent ici de manque de nivaki. Justement, est-ce que ce n'est pas contradictoire quand on regarde ces pratiques, comme l'a dit Siaka Koulibaly, qui sont à la limite mafieuses, que pour une démocratie, des peuples, en tout cas, qui disent qu'ils défendent la bonne gouvernance, les droits de l'homme, la gestion rationnelle de fonds publics qui sont présentés en tout cas comme des repères, et qu'en même temps ces dirigeants français donc acceptent de l'argent, on allait dire occultement, donc servi pour pouvoir battre campagne. Est-ce qu'il n'y a pas justement une contradiction entre ce que l'on dit comme principe et ce qui se passe dans la réalité? Non, mais c'est pour dire, peut-être que je ne me suis pas très bien expliqué dès le départ, c'est pour dire que la chanson qu'on nous apporte, c'est la chanson que l'on apporte effectivement aux colonisés, pour les maintenir effectivement dans l'esprit de coloniser et mettre en place un système pour les dominer. Parce que vous savez, c'est quoi l'état de droit? L'état de droit, ils disent effectivement que c'est un système où il y a la hiérarchie des normes. Et dans la hiérarchie des normes, c'est quoi? C'est-à-dire que les lois au niveau les plus bas doivent tenir compte effectivement des lois au niveau les plus hautes. Et donc, il y a des constitutions. Et qu'il faut respecter effectivement ces constitutions pour s'assurer que... Mais d'où viennent nos constitutions? Nos constitutions viennent de ces États que je vais dire avec des hommes pourris, avec des hommes vénaux, qui reçoivent l'argent dans des tam-tams, autant dans les moyens, dans la forme que dans les fonds. Ça veut dire effectivement que c'est de là un système mafieux. Et ensuite, est-ce qu'on se pose la question de savoir d'où vient cet argent? Laurent Gbagbo a eu cet argent où? C'est non seulement les produits nationaux, nos taxes, nos impôts, mais c'est aussi les fonds des bailleurs français, ce qui veut dire qu'on peut donner de la main gauche et dire nous finançons tel projet à hauteur de 20 milliards, sachant effectivement que vous allez nous ramener, pour que nous battons notre campagne, 5 à 10 milliards dans des guimbés. Donc, qui l'on veut tromper? C'est pourquoi aujourd'hui, que ce soit des gens de droite, que ce soit des gens de gauche, que ce soit des gens du centre, je pense que nous ne devons pas nous opposer dans nos États au niveau du Sahel, au Burkina Faso en particulier, pour la qualité de vie que nous devons donner effectivement à nos populations. Et nous devons nous entendre sur le fait que, après tout ce qui a été dit, sur le fait que la démocratie, ce n'est pas la démocratie qui est mauvaise dans le fond. Mais ça veut dire qu'elle doit être repensée pour intégrer nos valeurs. Parce que c'est établi avec tout ce que nous avons entendu qu'il n'y a pas de valeur, ni morale, ni éthique, dans quelqu'un qui appauvrit un pays, qui envoie des gens dans des morgues, pour défaut de Nivakin, pour pouvoir simplement battre sa campagne. Et puis vous entendez ce qui a été dit en parallèle. Bourgi dit, ils ont même rappelé à Chirac que vraiment c'était un peu trop et qu'ils avaient la boulimie de l'argent. Et c'est cette, si vous observez, c'est cette boulimie de l'argent qui a contaminé la majeure partie de tous nos présidents ici. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce qui est produit là-bas et les moyens par lesquels ils sont, les voies par lesquelles ils sont placés, c'est ce qu'ils reproduisent comme système. Maintenant, regardez, si vous prenez un Gbagbo qui, peut-être acculé, a dû accepter au dernier moment, parce que du Burkina Faso, peut-être avec l'appui de la France, ont
lui créer des problèmes avec effectivement une rébellion, il se dit peut-être je vais avoir la paix en donnant 3 milliards. Mais vous voyez que c'est... 2 milliards, 3 millions d'euros. Oui, ok, 2 milliards et quelques, arrondissons. C'est dire que c'est au moment où il dit non, vraiment, je ne vais plus faire ça, que l'on décide, comme il a dit, de le vitrifier. Et ça veut dire que... et ça, c'est à l'intention de notre propre oligarchie. On reviendra justement sur cet aspect politique. On va permettre à Bayala donc, de réagir par rapport à ça. Dans ce extrait, en tout cas dans son livre, Bourgi dit clairement, il cite donc des présidents qui donnaient au minimum 1 million d'euros donc à Jacques Chirac et à d'autres présidents français avant lui pour pouvoir battre la campagne. Il cite notamment Bongo, il cite Sassou Nguesso, il cite Mobutu Sese Seko, donc il cite Blaise Compaoré donc du Burkina Faso. Justement, comment est-ce que vous regardez aujourd'hui donc toutes, si on peut dire, ces combines qui ont été faites pour pouvoir servir en tout cas la cause des présidents français? Oui, déjà c'est dire que par cette sortie, Robert Bourgi vient réaffirmer toute la vitalité de la France-Afrique. Contrairement à ce que ça symboliserait une forme de dénonciation de la France-Afrique, il ne faut pas se méprendre. Ils viennent lâcher ce qui est déjà déclassifié à leur niveau pour montrer qu'ils sont à une autre étape. Donc c'est un agent, un ouvrier, un saint ouvrier, suffisamment zélé et arrogant. Regardez le zèle et le caractère narquois avec lequel il fait des dénonciations de choses qui ont provoqué 3000 morts. Ça veut dire le mépris avec lequel... Oui, au moins, c'est un minimum de 3000 morts pour le cas de la Côte d'Ivoire. Le mépris, la légèreté du langage avec lequel il fait le chapelet de tous les crimes que la France a commis en Afrique, vous vous rendez compte qu'au fait, la France-Afrique, elle est plus que jamais vivante. Et il est sorti pour nous rappeler, au cas où certains étaient tombés en hibernation, que la France-Afrique serait en train de mourir, qu'elle est plus que jamais active. Et c'est à nous, comme le dit le grand frère Gervais Nadambega, de savoir ce qu'on tire de ça. Mais moi, je retiens deux choses d'abord. La première, c'est que Robert Bourgi retire, rase l'herbe sous les pieds de ces valets locaux de l'impérialisme français, les défenseurs férus, arrogants de l'impérialisme français, qui ont passé tout leur temps à narguer une partie de notre population qui a pris conscience des crimes que la France commet dans le cadre des relations incestueuses que nous avons toujours eues avec elle. Nous n'avons jamais eu de relations de coopération, des rapports civilisés, des rapports respectueux et égalitaires avec l'ancienne métropole. De la colonisation jusqu'à l'après-colonisation et jusqu'aux tentatives de remise en cause des dynamiques en cours au Sahel, cela est révélateur d'une envie de rapport déséquilibré avec les pays africains. Et la France ne veut pas y renoncer. Donc, en sortant ces informations, c'est comme un signal qu'elle envoie à ses propres défenseurs zélés, quelque part dans les pays de la sous-région qui ont renoncé aux intérêts de leur propre pays, que, attention, il faut nous défendre avec un peu de mesure. Parce que nous n'avons pas un visage d'ange. Nous avons un visage de démon. Et parce que par la nature des pratiques, par la nature des actes qui ont été posés, j'avoue qu'il n'y a pas de compétition avec les œuvres que le diable serait capable de poser. Et je pense que si le diable est condamné, ce n'est pas pour des faits mineurs, c'est pour les faits similaires à ceux que Robert Bourgi a déclarés. Le deuxième élément, c'est qu'il vient donner de la ressource à tous ces patriotes africains qui pendant longtemps ont suspecté les rapports criminels et incestueux qu'il y a entre la France et les pays africains. Et pendant longtemps, cette catégorie de personnes ont été taxées par une élite bureaucratique et néocoloniale de théoristes du complot. C'est-à-dire chaque fois que vous tentez de mettre le doigt
sur le criminel, sur le voleur, sur le pilleur. Alors, il y a une armada de défenseurs du néocolonialisme français qui sortent et qui vous disent « Non, vous exagérez, c'est la théorie du complot partout ». Désormais, la France n'est pas à l'origine de tous nos problèmes. Elle n'est pas à l'origine. Et même tout récemment, quelqu'un me disait, un universitaire de grade exceptionnel, me disait encore, non, est-ce que vous n'exagérez pas? Est-ce que c'est la France qui est la source de tous nos malheurs? Donc quand un diplômé de grade exceptionnel vous repose à nous autres qui sommes des chercheurs qui boitillons cette question, vous posez même la question sur sa crédibilité de chercheur et de penseur, d'intelligence africaine. Parce que finalement, si avec tous ces titres, vous n'êtes pas capable de participer à la construction d'un narratif africain qui permet de rétablir tous nos intérêts, là où ils sont piétinés par l'ancienne métropole, là où vous n'avez pas le courage et la culture générale que vous avez pour savoir ce que la France pratique, au moins ayez la décence de vous taire quand des gens même qui boitillent tentent de dénoncer l'impérialisme criminel français. Mais aujourd'hui, on a plus que jamais, je dirais, le vent en poupe, et Robert Bourgi vient nous donner du kérosène pour accélérer les campagnes de conscientisation, d'éducation, d'éveil massif de conscience de nos populations, afin qu'elles se rendent compte que la France n'est pas un ami, c'est un adversaire de notre bien-être. C'est l'État qui est institué contre le bonheur chez nous et pour le bonheur chez eux. La misère généralisée pour les populations africaines avec lesquelles ils coopèrent, mais le bien-être généralisé pour eux. Et Jacques Chirac lui-même le disait dans l'une de ses avant-dernières interviews, où on l'a taxé d'être devenu fou, où il a dit que l'argent que eux ils ont dans leur poche en France sont fournis par le pillage systématique. Ce n'est pas n'importe qui le dit, c'est un chef d'État français qui, certainement, pour soulager sa conscience de démon, est obligé, au soir de sa vie, de tenter de frapper les portes du paradis en faisant des petites confessions. Et il a dit, et quand ces informations sortent de ces bouches officielles, ça nous renvoie à quoi? À la question de leur légitimité à nous vendre la démocratie, à nous vendre les droits humains, à nous donner des leçons sur la gouvernance. Est-ce que la France qui, à travers un discours officiel, vend les droits humains, est-ce qu'elle est familière au respect des droits humains dont elle fait la promotion en Afrique? Au regard des faits qui sont révélés par Robert Bourgi lui-même, on constate que la France tourne radicalement le dos à toutes ces valeurs quand il s'agit de s'enrichir, il s'agit de créer le bonheur chez eux. Mais enfin, ce que ça nous laisse tout de même voir, c'est que la France est l'une des pièces maîtresses de la misère et du chaos des pays africains. Ayons le courage de le dire. Parce que ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a demandé à la France de développer autant d'intrigues pour venir l'attaquer. Je pense que c'est une initiative issue de la responsabilité totale et entière de la France de créer le chaos. Parce que souvent on nous dit la responsabilité est partagée. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes en train de lutter avec courage et audace pour reprendre notre souveraineté en main, qui sont l'acteur principal adversaire à ce processus. C'est la France et ses relais. Est-ce que la France et ses relais font partie de la responsabilité d'État, c'est-à-dire de l'État actuel, d'Ibrahim Traoré, de son gouvernement? Est-ce que dans le gouvernement d'Ibrahim Traoré et d'Ibrahim Traoré lui-même, il y a une responsabilité partagée par rapport à une interruption du processus? C'est là où il faut avoir le courage de dire oui, la France est une pièce maîtresse, un acteur clé du chaos africain. Nous ne le disons pas pour fuir notre propre responsabilité, nous le disons parce que sa responsabilité dépasse et est totalement constituée dans ces crimes-là. Oui, on l'a vu, on l'a écouté, donc Robert Bourgi qui dit clairement donc, sur le cas de la Côte d'Ivoire que Laurent Gbagbo avait donc gagné les élections de façon claire et que le président Sarkozy, donc qui venait de remplacer Jacques Chirac, ne voulait pas de lui et il avait demandé donc d'accepter, reconnaître sa défaite alors qu'il avait gagné
les résultats et quand il n'a pas accepté, il a dit qu'il allait le vitrifier. Cela montre en tout cas que la France aussi, Siaka Koulibaly, essaie d'imposer des hommes politiques donc au continent africain, aux pays africains. Non, la France n'essaye pas. La France a imposé les dirigeants et veut continuer à le faire. Quand il conteste la légitimité de nos 3 chefs d'État, par exemple, du Sahel, c'est clairement cela. Les coups d'État qui les arrangent, ils ne les dénoncent pas. On a d'abord eu le cas du Tchad, où Macron s'est déplacé en personne à l'investiture du président Déby. Nous n'avons rien contre Mahamat Déby en particulier. On veut juste faire ressortir le fait que la France a adoubé cette prise de pouvoir qui ne s'est pas faite par les élections au départ. Ensuite, vous avez eu récemment le cas du Gabon, une interruption d'un processus électoral également, juste après la proclamation des résultats, où la France également valide ce coup d'État. Par contre, là où les dirigeants qui ont pris le pouvoir ne sont pas alignés sur les désidératas de la France, oui. On les dénonce, on estime que c'est des putschistes, ils sont appelés comme tels. Et ce sont des militaires à l'ego démesuré qui ne veulent pas accepter donc, de se faire commander par l'Élysée. Donc la France a toujours voulu maintenir son influence sur les pays africains francophones. Et elle va essayer de le faire tant que nous n'allons pas, nous également, mettre en place les dispositifs qui vont d'abord rompre avec le passé colonial de nos pays, qui se déroulent sur plusieurs dimensions, parfois très subtiles, qui ne sont pas perceptibles par tout le monde de prime abord. Pour l'instant, nous avons œuvré sur ce qui est plus évident, les grands accords injustes comme dans le domaine militaire, dans le domaine fiscal, les grandes entreprises, cela a été fait. Mais la mainmise de la France est beaucoup plus profonde que ça. Elle est jusque dans le mental des Africains. Elle est jusque dans le mental des Africains. Tout le système juridique qui nous encadre est d'inspiration française et conçu pour créer et maintenir la domination de la France sur nos pays. Aujourd'hui, chaque fois que le gouvernement veut prendre une décision, vous entendez les gens dire « Ah non, il y a tel décret qui ne permet pas, il y a telle loi qui ne le permet pas. » Donc, il y a une déconstruction à faire dans la relecture de tout l'arsenal juridique qui encadre nos États, mais mieux, et c'est là où la tâche est beaucoup plus difficile, c'est que nous devons, en fonction de nos nouvelles orientations, enfin les orientations que nous voulons mettre en avant aujourd'hui, il faut que nous construisions toute une philosophie du droit. Il faut une nouvelle philosophie du droit basée sur le mental africain, sur les valeurs socio-culturelles africaines. Et c'est en ce moment que nous allons commencer à rompre avec le passé colonial qui nous lie à la France. Autrement dit, nous allons faire beaucoup de saupoudrage et remuer beaucoup d'encre sans même bouger un petit peu. Et c'est même ce qui explique qu'il y ait toujours des tentatives de coup d'État, parce que l'adversaire se rend compte qu'en réalité, hormis la personnalité du premier dirigeant de notre pays, le président du Faso, Ibrahim Traoré, il n'y a pas grand-chose qui ait changé. Donc, ils se disent, il suffit d'éliminer certaines personnes et on reprend les affaires comme par le passé. Or, si on fait la comparaison avec d'autres pays qui se sont mis en opposition avec le système occidental en général, y compris la France, ils se sont arrangés à faire en sorte que tous les dispositifs, l'arsenal juridique et institutionnel, ils soient propres à ces pays-là. Et cela a permis que les systèmes soient faits de telle sorte que même si vous éliminez la personne dirigeante, vous n'éliminez pas le système. Que ce soit en Chine, que ce soit en Russie, vous avez ces situations-là. Mais même vous avez le cas du Venezuela. Ils ont réussi à éliminer Hugo Chavez, mais ils n'ont pas du tout touché au dispositif de la révolution vénézuélienne. Donc, nous devons arriver à mettre en place tout un arsenal
qui soient ancrés dans la population, dans les valeurs socio-culturelles, et qui créent des institutions à partir de ce socle des institutions socio-anthropologiques. fortes, en tout cas, qui font Exactement. barrage à l'aliénation politique. Gervais Nadabega, vous avez déjà commencé donc à parler donc, Oui. de cet aspect politique En fait, des choses. Oui. Ce que Siaka vient de relever est très capital et c'est la seule voie qui peut nous permettre aujourd'hui de nous sortir d'affaires. Pourquoi je dis ça? Si vous prenez la France, son oligarchie est dans son rôle de devoir aller chercher les ressources là où il faut pour résoudre les problèmes, effectivement, parce que leurs présidents ne sont pas élus pour nous. Ils sont élus par le peuple, les citoyens français, pour résoudre leurs problèmes. Maintenant, observez. Ce qui s'appelait hier en France, les TOM et les DOM, les territoires d'outre-mer et les départements d'outre-mer, Oui, d'outre-mer, oui. et qui étaient dans l'Union française en 1958, avec nous, existent toujours. Même si pour nous, on nous a sortis juste de façon verbale. Parce que les accords sont toujours là, et le système unique qu'a décrit, je ne vais pas revenir dessus, qu'a décrit effectivement Siaka, est toujours là. Et si un sorcier est reconnu comme tel, et vous le reconnaissez comme tel, il vient s'asseoir avec vous, et il vous dit, écoute, moi, je mange les enfants des autres, mais toi, au regard effectivement de la qualité de rapport que nous avons, je ne touche pas tes enfants. C'est de la grosse naïveté de croire à ça. Et si tu es victime, tu n'as qu'à t'en prendre à toi. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui encore, en plein 21e siècle, en 2024, la France a les terres australes et antarctiques qui font 409 272 km². Donc, presque 2 fois la superficie de Burkina Faso, et les gère comme une colonie, parce que c'est comme ça effectivement les départements et les territoires. Et ils ont la Polynésie française, ils ont la Guyane française, ils ont la Martinique. Bon, c'est vrai qu'on peut me dire effectivement que ces territoires-là sont des territoires entre 900 000, 3000 km². Mais c'est du système qu'il faut parler. Et c'est ce même système, du même acteur, que l'on change de nom pour pouvoir effectivement continuer de le faire chez nous. En travaillant sur quoi? En travaillant sur le mental de nos élites, qui sont acquis à ce que il est communément appelé la servitude volontaire. Et il faut que nous travaillions aujourd'hui sur la sensibilisation, l'éducation de nos masses, mais aussi de nos élites. Parce que c'est de là que réside effectivement le plus gros des problèmes. Quand ceux qui devaient vous éclairer deviennent effectivement les obscurantistes de taille, dans la grande majorité, c'est très difficile. Je veux ajouter quand même une petite chose dessus, pour éclairer ce que je viens de dire. Lorsque vous prenez notre système juridique, comme il a dit, nous disons quoi? Que nous épousons la hiérarchie des valeurs, la hiérarchie des normes, qui gouverne effectivement et qui définit effectivement l'état de droit. On n'a jamais dit qu'on est contre l'état de droit. Mais on dit, c'est quel droit? Si nous sommes un État, et nous voulons vraiment qu'il y ait de droit, mais c'est quel droit? Est-ce que c'est de droit de piller effectivement notre propre peuple, acheter effectivement nos Range Rover, nos bolides, pour circuler effectivement sur des routes poussiéreuses, soulever la poussière pour qu'elle puisse effectivement, elle enrhume nos enfants, hein, qu'elle leur donne effectivement des problèmes de bronchite, et envoyer la police les attraper lorsqu'ils égratignent notre voiture? Ça, je ne pense pas que ce serait conforme aux valeurs traditionnelles, aux valeurs de solidarité que nous avons en Afrique. Et c'est ces valeurs-là que nos élites conscientes doivent prendre et relire toute l'approche pour faire effectivement du droit, et du droit qui met l'homme au centre, qui met l'homme au début et à la fin. L'homme doit être effectivement l'alpha et l'oméga. Et à partir de ce moment, nous défendrons tous effectivement cet état de droit-là. Pour illustrer encore, parce que nous sommes dans une situation aujourd'hui,
puisque nous sommes que 3, on peut grignoter effectivement. Oui, nous sommes dans une situation aujourd'hui où il faut sensibiliser, il faut simplifier le langage sur la base effectivement des exemples pour nous faire comprendre. Nous avons un problème d'accès à l'eau potable au Burkina Faso aujourd'hui, en plein 21e siècle encore. Si vous posez le problème à tous les gérants des systèmes, tous les tenants des leviers, des systèmes qui nous ont précédés, sauf la parenthèse effectivement de la révolution d'août 83, ils vous diront, mais c'est très simple. Nous sommes dans un système libéral. Il y a juste à faire un inventaire des différents points d'eau qui manquent effectivement dans le pays. Et on fait des allotissements. Et on invite au niveau national et international tous ceux qui ont les moyens et qui peuvent résoudre notre problème. Vous verrez effectivement, ça prend combien de temps pour faire des forages? Au bout de 6 mois, on aurait effectivement des forages avec de l'eau potable dans tous les petits villages. Oui. Maintenant, on dira simplement, écoutez, voyez avec les populations, fixez vos prix pour pouvoir vous rémunérer. Et à partir de ce moment, là, on achètera le point d'eau dans mon village, le seau d'eau dans mon village, à 50, entre 25 et 50 francs. Et ma pauvre vieille ne pourra pas effectivement se procurer ça, même si je dois aller partager toutes mes ressources avec elle pour toute l'année. Parce qu'il y a toute la grande famille. Est-ce que c'est de ça que nous voulons? Qu'il y ait la disponibilité en eau, mais pas l'accessibilité? Parce que c'est de l'accessibilité que nous voulons. Si vous posez ça, le même problème, au système de développement endogène et autocentré que nous avons aujourd'hui, et que nous soutenons aujourd'hui, que nous appelons tous nos voeux aujourd'hui, ils diront, écoutez, le problème est crucial. On va demander à chaque village de se mobiliser pour apporter effectivement les matières premières pour accompagner, héberger l'équipe qui va venir faire effectivement le repérage, les nourrir, de sorte effectivement qu'on puisse trouver d'abord les points d'eau pour forer. Quand on va forer, on va demander une petite contribution et on va demander aux sociétés étrangères et même nationales qui sont sur place de contribuer pour que ça accompagne les impôts, les taxes qu'on a collectées pour pouvoir faire effectivement les points d'eau. Ça va prendre plus de temps. Et parce que ça va prendre plus de temps, les adversaires peuvent se mettre à dire, voilà, nous on aurait pu faire ça effectivement. Mais parce que nous comptons sur nous-mêmes et que l'accessibilité, la disponibilité correspondant à l'accessibilité, on demandera simplement aux gens de s'organiser pour entretenir le point d'eau après. Oui. Pour remplacer effectivement les équipements. On vous a bien compris, on reviendra certainement donc sur ces aspects. C'est pour que l'on voit concrètement la différence entre effectivement le système d'approche qu'on nous impose avec ce qu'on appelle des dons, des prêts qui sont récupérés comme Bourgi l'a expliqué, et le système de compter sur soi-même, sur la base concrète. Justement, en tout cas, après cette interview de Bourgi, beaucoup parlent, en tout cas, des relations qui étaient donc des relations de maître à esclave, clairement dévoilées sur le devant de la scène publique, après donc son livre et cet entretien donc réalisé avec des confrères français. Oui, je pense que il faut remonter même dans le paradigme de la civilisation occidentale pour comprendre ses comportements actuels. Au fait, ce n'est pas du hasard. Son imaginaire est moulé pour dominer, pour écraser, pour nier l'humanité des autres. Vous savez que toutes les guerres, toutes les barbaries et les tueries, les massacres les plus inimaginables au monde, qui est allé jusqu'à l'effacement de certains groupes en Amérique, les populations autochtones en Amérique, sont de l'initiative de l'Europe, de l'eurocentrisme. Que ce soit les populations du Moyen-Orient qui ont été colonisés, est-ce que vous avez connaissance de pays asiatiques ou de pays du Moyen-Orient qui sont allés coloniser des pays européens ou de pays africains qui ont développé des initiatives d'aller dominer, d'aller tuer, massacrer des populations flamandes en Belgique? Ou bien vous avez connaissance d'un processus d'Amérindiens qui sont venus en Angleterre pour essayer de les nier? Il y a une centralité de la barbarie internationale. Et le centre d'opération de la violence dans le monde, c'est l'Europe. Nous ne le disons pas parce que nous avons un quelconque problème. Nous le disons par rigueur de l'histoire, par rigueur des faits
qui s'impose à nous et qui s'impose à notre imaginaire pour pouvoir savoir de quoi se nourrit les violences qui se perpétuent aujourd'hui contre nous. Pour le savoir, il faut remonter dans cet imaginaire. Voyez-vous, aujourd'hui, nous avons des aventuriers qui sont parachutés, soit par des coups d'État, soit par des rébellions, soit par des élections, des véritables mascarades électorales à la tête de nos nations. Mais le chef d'orchestre de tout cela, c'est bien le colon, c'est bien la République de France. Et c'est encore plus grave de banaliser la souffrance et la douleur des Africains qui sont morts, massacrés, sur lesquels on a versé par exemple du napalm. Tout simplement parce que l'ancienne métropole jalouse nos territoires pour ce qu'elle regorge comme richesse. Donc il faut contrôler l'élite dirigeante. Et pour contrôler l'élite dirigeante, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Elle a fait la guerre du Biafra. Elle a massacré combien de millions de personnes pour le seul péché qu'ils veulent jouir des richesses naturelles dont Dieu les a gratifiées. Donc quand on fait un inventaire de la somme de ces violences, on comprend pourquoi à la place d'un Lumumba, c'est un Mobutu. Et pourquoi un Mobutu doit envoyer 1 million d'euros à Paris chaque mois. Et on comprend pourquoi à la place d'un Laurent Gbagbo qui était déplaisant vis-à-vis du colonialisme, qui avait quelqu'un de tout à fait pas correct, qui ne veut pas suivre le moule colonial, pourquoi on a imposé contre la voix des populations ivoiriennes l'imposture de la démocratie néolibérale. L'un des plus grands imposteurs de l'histoire politique ivoirienne, c'est M. Ouattara. Ayons le courage de le nommer. Il est connu. Et aujourd'hui, on vient nous dire, 14 ans après, qu'au fait, tout le mensonge, le média mensonge qui a été construit, tous les intellectuels africains qui se sont ligués, tous les instances internationales, Robert Bourgi vient remettre en cause l'ordre mondial international quant à son illégitimité et à son incapacité à donner des leçons à quiconque dans le monde. Ceux qui croient encore aux principes de l'ONU comme étant des principes de régulation équitable, tant pis. C'est sous mandat onusien. C'est sous mandat onusien. La Libye a été bombardée sous quel prétexte? Saddam Hussein, il a été pendu par ses parties génitales sous la base de quel prétexte? Nous avons tous les types d'éléments sociopolitiques et socio-historiques pour ne plus jamais nous laisser berner par le colonialisme et l'impérialisme mondial. Nous sommes suffisamment avertis par les faits. Il nous appartient, en conséquence, de prendre nos options, de les développer, quitte à ce qu'on échoue, mais d'échouer par nos propres idées et par nos propres initiatives. Qu'on n'échoue plus jamais, parce qu'on a voulu croire à un moment donné que la France était capable de sincérité. Son histoire politique, à l'intérieur de son propre territoire, il n'y a pas de trace de sincérité. Ce n'est pas avec nous qu'ils perçoivent de dominer à dominant, de colonisateur à coloniser, de civilisateur à civiliser, de mondialisateur à mondialiser, qu'ils vont percevoir comme étant des gens à qui il faut donner du respect. Ça ne viendra jamais. Maintenant, est-ce que nous produisons de la ressource humaine à la hauteur des nouveaux défis? C'est là où les logiciels, comme celui des lois, des règles que nous établissons pour nous gouverner, pour fonctionner en harmonie, doivent être des logiciels qui doivent être repensés en lien avec notre histoire et avec notre culture. Il ne peut pas avoir de droit hors sol. Il ne peut pas avoir des principes qui sont censés agir sur notre bien-être, mais qui sortent de notre sociologie, de notre anthropologie. On a beau vanter le caractère universaliste de certains principes, il y a toujours une exigence, aussi bien que la mort est universelle, aussi vrai que la mort est culturelle, et donc elle répond à une norme de géographie physique nationale, de culture nationale, à des principes de mesure par rapport à chaque peuple. Il y a un dernier élément que je souhaite dire sur cette aliénation politique. Aujourd'hui, nous faisons bien d'avoir un leadership politique au niveau de la Confédération des États du Sahel, et dont une certaine partie de la population, manipulée par les médias internationaux,
et avec des élites acquises aux intérêts de nos bourreaux, continue de tenter d'agir sur des ficelles, sur les notions notamment, et il faut que nous insistions là-dessus, des libertés individuelles et collectives, de la démocratie, de la liberté de presse et tous les autres types de concepts. Il faut que nous prêtions très attention, parce que ces concepts paraissent à l'évidence être le cheval de Troie par lequel le colonialisme, l'impérialisme pénètrent nos sociétés pour les désorganiser en créant des massacres et en allant jusqu'au sang. C'est à nous de savoir prêter vigilance au contenu que nous donnons à la notion de démocratie, si ça nous plaît. Au contenu que nous donnons, et historiquement, c'est même une insulte de faire des ateliers pour apprendre aux Africains, fondateurs du droit international, ce que c'est que le respect de la vie humaine. 7 siècles avant le hasard de la révolution de 1789, les Occidentaux n'étaient pas familiers à l'organisation, à l'ordre. Si on remonte en Égypte antique, c'est Solon est venu apprendre le droit dans les sociétés de l'Égypte antique familière à l'organisation jusqu'aux activités agricoles. Donc il nous appartient d'avoir une claire et une nette conscience de ces concepts, de nous les approprier et de ne pas avoir de pitié face aux narratifs ennemis. D'accord, alors on tire vers la fin de cette émission. À vous entendre, en tout cas, on peut dire que la France-Afrique, malgré ses révélations de Bourgi, reste toujours d'actualité. Siaka Koulibaly. Plus que jamais, oui. Elle reste d'actualité parce que les réseaux qui structurent cette France-Afrique sont toujours là. Ces réseaux sont de type économique. Il y a des entreprises, il y a des opérateurs économiques. Ces réseaux sont de type politique. Les partis politiques qui ont animé la gouvernance depuis un certain nombre d'années. Mais il y a, comme je l'ai dit, des réseaux qui relèvent donc du système d'éducation, du système de santé, comment on soigne, comment on perçoit la maladie. Toutes ces conceptions relèvent du néocolonialisme. Et il faut les reconstruire en se basant sur notre propre conception de la santé, de l'éducation, ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, justement, qu'est-ce que les Africains doivent faire pour se débarrasser de ce concept, pour sortir donc, de cette France-Afrique? Le travail est immense, mais il n'est pas impossible à réaliser. Il est tout à fait possible de le faire. Il suffit de s'y mettre. Au début de la transition, on a parlé, vous vous rappelez, de la refondation. Et au Mali, l'affaire est déjà très bien avancée, parce qu'ils ont même un ministère de la refondation. Oui, la refondation nationale. Tenu par mon ami Maïga. Donc, c'est des travaux qu'il faut réaliser. Il faut d'abord partir de la connaissance de l'existant. Quelle est la réalité des peuples africains? Quelle est la réalité de nos valeurs? Il faut d'abord établir cela de façon systématique. Une fois qu'on a défini quelles sont les valeurs, on va tenter d'établir l'universalité de ces valeurs. L'universalité signifie quelles sont les valeurs qui peuvent être acceptées par l'ensemble des grands groupes culturels qui évoluent sur le territoire burkinabé. Parce que, effectivement, quand vous regardez, nous avons un certain émiettement socio-culturel dans notre pays, avec l'existence des ethnies, avec les cultures. Il faut trouver donc les passerelles qui permettent aux gens de dire notre collectif, voilà comment nous allons le structurer. Donc tout ça sont des travaux qui doivent être réalisés. Autrement dit, nous, comme on a déjà signifié, nous allons tourner en rond, comme on le dit souvent couramment, et nous n'allons pas sortir du piège. Parce que le piège, il est d'abord mental. Il est mental parce que la France, dans son entreprise de colonisation, a fait un travail complet. Ils ont d'abord commencé par l'exploration. L'exploration, c'était la découverte des peuples africains. Et quand ils ont fait la découverte, ils ont décrit ces peuples-là, parfois en les décrivant avec l'objectif qu'ils avaient déjà. Et ils disent oui, le groupe Mossi, il est ceci, il est cela. Mais quand vous regardez bien, vous voyez qu'en réalité, c'est ce qu'ils veulent que le groupe Mossi soit, qu'ils ont décrit le narratif, dans les travaux du capitaine Béger, dans les travaux de l'ethnologue Maurice Delafosse, etc., etc. Donc, c'est à nous de faire, comme je l'ai dit à travers la refondation,
un travail de connaissance de l'existant. Ils ont passé le temps à falsifier notre connaissance de soi. Vous avez des noms de famille. Si vous fouillez, vous ne trouverez pas l'origine dans nos cultures et dans notre surface. Oui. Il y a des noms de villages localités, oui, que vous ne trouverez pas non plus dans l'expression. Je prends un exemple très très... quand vous quittez Bobo pour aller à Banfoura, à quelques kilomètres de Bobo, vous avez une plaque où c'est écrit Finlande. Et les gens s'arrêtent pour faire la photo à côté de la plaque parce que c'est un peu curieux qu'en plein Burkina Faso, il y ait la Finlande. Mais la vraie expression dans le village là-bas, c'est Flandé. Flandé. Le village s'appelle Flandé, tout simplement. Donc ils ont écrit Finlande. Au bout d'un moment, quand les gens de notre génération vont disparaître, les gens ne sauront même plus quel est le vrai nom de ce village. De ce village-là. Et on dira, nous, on est des Finlandes. Ce qui sera un travestissement de la réalité de nos cultures. Donc il y a tout un travail comme ça à faire. Je pense que le CNRST avait déjà commencé un travail dans ce sens, qu'il va falloir poursuivre, et puis faire l'authentification donc de la réalité de notre existence. Okay. Moi, je voulais terminer par un peu ce que Bourgi a dit. Gervais a dit, il a posé la question, pourquoi Bourgi fait cette communication maintenant? Maintenant, oui. La réalité, l'objectif, il est plus de politique intérieure française qu'en Afrique ou en Côte d'Ivoire. Parce que si vous regardez bien, quel intérêt il y a aujourd'hui à dire que Laurent Gbagbo avait gagné les élections 15 ans après? Quel est l'intérêt en réalité? Parce que les termes de la nouvelle élection de novembre 2025 en Côte d'Ivoire, ils sont autour du prix du cacao, ils sont autour du prix des déguerpissements qui sont effectués, ils sont autour d'un certain nombre de paramètres bien précis de la vie politique. C'est autour de ça que ça va se passer. Si vous avez bien écouté, il a fait état de l'argent que Laurent Gbagbo a donné à Chirac à travers Dominique de Villepin, dans le restaurant La Pérouse. Quand vous observez la vie politique française aujourd'hui, tous les observateurs sont unanimes. On est en train d'évoluer à la nouvelle élection présidentielle dans un duel Mélenchon, Marine Le Pen. Et qui est le grand perdant? C'est la droite. La droite française, oui. La droite se cherche aujourd'hui et elle n'a même pas de candidat crédible. C'est pour ça que l'ancien Premier ministre s'est déjà proclamé. Mais on sent que ça ne tient pas bien. Et on regarde, on voit qu'il y a Dominique de Villepin qui est en train de se positionner à travers un certain nombre d'interventions comme celui qui peut effectivement assurer un rôle important dans l'élection qui vient. Et vous savez très bien que Dominique de Villepin, c'est l'ennemi mortel de Sarkozy, dont Bourgi est l'âme damnée et la main armée. Oui. Son ami. Donc, c'est un travail de Sarkozy qui est en train d'être réalisé par Robert Bourgi pour empêcher, en disant que Dominique de Villepin a reçu les 3 millions de dollars au profit de Jacques Chirac. Oui. On dit tout de suite que Dominique de Villepin s'est rendu coupable de corruption. Donc une affaire devrait naître à partir des déclarations de Robert Bourgi. Voilà donc le vrai objectif de la sortie médiatique. Alors, vous avez bien compris. C'est pas pour les Africains. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à ce niveau-là. On vous a bien compris, mais on est pris par l'État. On va permettre donc à Gervais Nadambega et à Lianwe Baela donc de réagir très rapidement sur ce que doivent faire les Africains pour vraiment leur indépendance, pour la rupture avec cette France-Afrique. La rupture avec la France-Afrique procède exactement comme l'a dit Siaka, par une refondation qui met en première position l'élaboration de nos valeurs. Nous devons définir aujourd'hui c'est quoi nos valeurs, faire l'inventaire et travailler. Et c'est là où nos intellectuels doivent aller tous à une introspection pour que la masse critique des intellectuels qui veulent travailler effectivement pour leur pays en solidarité avec les masses laborieuses et les couches vulnérables s'investissent. Mais ce que je vais apporter simplement à ce qu'il a dit, c'est que c'est l'approche. C'est au niveau de l'approche. Sinon, au niveau du contenu, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça
à mon sens, nous devons aller avec une approche très itérative. Nous ne pouvons pas, à l'étape où nous sommes, avec tous les problèmes que nous connaissons, nous dire qu'on va s'asseoir, attendre de finir toute la refondation pour commencer effectivement à résoudre nos problèmes. Nous devons avancer de façon très itérative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, de façon pédagogique, nous devons travailler à ressortir tous les vieux dossiers de mauvaise gouvernance. Ça ne doit pas être seulement un dossier d'un certain, comment on l'appelle, le ministre des Infrastructures qui est passé au tribunal. Ça ne doit pas être simplement lui. Autant au niveau du CDP, de la gouvernance du CDP, la gouvernance du MPP, que de la gouvernance effectivement de Damiba, on doit revenir, voir comment nos terrains ont été vandalisés. Les deniers publics ont été pillés comme une caverne d'Ali Baba. Ça va envoyer des leçons. Là où il faut sanctionner, on sanctionne. Si on pense effectivement qu'il faut aller à des transactions, s'asseoir effectivement avec les individus sur la base d'audit et de dire, voilà ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous rétrocédez à l'État? Et ça c'est sur la base effectivement qu'il se soit fait. Et c'est en le faisant que non seulement on définit les valeurs, on les affirme et on les confirme, et en même temps, on se dit, à partir de maintenant, on va. Aujourd'hui, allez-y effectivement au niveau de l'Assemblée nationale, qui est des assemblées nationales passées, qui est devenue effectivement l'Assemblée législative de transition, doit pouvoir retrouver tous les dossiers, tous les rapports des enquêtes parlementaires passées sur le foncier, sur les mines et sur la santé. Et qu'on se dise, c'est quoi? Pourquoi effectivement des gens sont allés avec 88 000 parcelles à une seule? Comment on a pu passer sous effectivement le CDP de 15 sociétés de gestion immobilière et du foncier à l'étape effectivement de Damiba, à un point où on faisait près de 215 sociétés. Si vous regardez, ça veut dire que pendant 27 ans, il y a eu 15 sociétés. Et si vous divisez les 15 par les 27, c'est quelque chose comme 0,5. Donc, chaque année, il y avait une demi. Il faudra faire 2 ans pour créer effectivement une société. Et si vous arrivez au 210, allons-y même à 175, vous les divisez effectivement par les 7 ans, plus 8 mois, vous verrez effectivement que c'est 40 fois plus rapide le pillage qui a été organisé. Ça, avant d'aller effectivement dire que nous faisons la refondation, il faut que nous sortons tous ces dossiers. Il faut rétablir donc cette justice sociale. Absolument. Et ça doit se faire par une approche également de subsidiarité. Pourquoi je dis par une approche de subsidiarité? On commence effectivement les niveaux les plus bas qui peuvent résoudre les problèmes les plus bas, les plus petits. Ils doivent effectivement essayer, et sinon ils les passent au-dessus. On doit aller au niveau des communes et faire le point. Alors, les communes rurales, les communes urbaines, une sorte de table rase absolument. Avant de construire la nouvelle infrastructure qui va permettre d'aller vers cette justice sociale. C'est évident, la monsieur construction Sagnon. de nouvelles Vous ne valeurs. pouvez pas dire effectivement aujourd'hui, nous voulons aller à la refondation, nous voulons aller pour un État nouveau, mais ce qui s'est passé là, on ne sait pas comment ça s'est passé. Et c'est un... Mais est-ce que ça ne va pas prendre plus de temps pour... Non, mais ce n'est pas que ça va prendre plus de temps. C'est pourquoi je dis, allons-y par une approche effectivement itérative et effectivement de subsidiarité. C'est pour gagner en temps, en efficacité, et c'est bien au contraire ceci qui va nous faire gagner en temps. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enquêtes parlementaires qui ont été faites. Elles auraient pu être utilisées depuis longtemps. Où elles sont? Qu'est-ce qu'on en a fait? On vous a bien compris. Ça, c'est au niveau interne. Mais pour rompre avec l'ancienne colonie... Pour rompre avec l'ancienne colonie, ceci est une base parce que ça va nous donner effectivement les moyens de notre propre politique. Et à partir du moment où on a les moyens de notre propre politique, nous allons dépendre moins de l'extérieur. Et quand on dépend moins de l'extérieur et qu'on peut résoudre effectivement nos propres problèmes, parce qu'on a une souveraineté alimentaire, on a une souveraineté au niveau des capacités, alors, dépendant moins, on peut s'asseoir et négocier d'égal à égal. Sinon,
nous allons être obligés à un moment donné d'aller demander que l'on nous offre ci, qu'on nous offre ça, et c'est là que nous allons revenir. Et c'est pour ça. Et ça, on va vous imposer des conditions. Des conditions. Oui, oui. Regardez ce qui s'est passé au Niger. Si le peuple nigérien ne s'était pas levé comme un homme, comprendre effectivement le soulèvement du 26 septembre et se dire, nous acceptons les sacrifices qu'il faut, aujourd'hui, on ne parlerait pas effectivement de la Confédération. Parce que, je rappelle, qu'il y avait un avion dans le ciel algérien qui se déplaçait vers le Niger avec un commando français pour rétablir Bazoum en poste. Et il a été interrompu. Pourquoi il a été interrompu? Contradiction d'intérêt entre les puissances. C'était même pas d'abord, c'était contradiction d'intérêt entre les puissances. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé les semaines qui ont suivi? Les semaines qui ont suivi, avec la caporalisation de la CEDEAO, le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire ont accepté, pour jouir effectivement de la fourniture d'équipements et de l'information de la France, pour pouvoir rétablir Bazoum en poste parce que c'était l'agent principal. Et si les gens pensent effectivement que c'est des histoires, ils peuvent aller lire le bouquin qui vient de paraître. Il est de qui? Il est de Fanny Peligo et de Ndongo. Sabam Ndongo Silla. Ndongo Silla, le Sénégalais. Le Sénégalais. Voilà. Et c'est à la page 6, parce que je ne dis pas quelque chose que je ne puisse effectivement, c'est à la page 6, et tout ceci est documenté. Donc c'est dire que il voulait mettre effectivement le peuple à genoux parce qu'il n'a pas effectivement de médicaments, parce qu'il n'a pas à manger, hein, pour qu'il soutienne effectivement le système. Donc si nous ne recherchons pas nos ressources, et aujourd'hui, les allégations dénoncées par des journaux de la place, par les enquêtes parlementaires, montrent qu'effectivement le pillage inouï qu'il y a eu dans ce pays, ça veut dire qu'il y a des ressources, il faut aller chercher ces ressources. D'accord. Alors, dernière réaction donc avant la fin de cette émission, Lianwe Bayala. Oui, non, je dirais déjà pour attirer l'attention du peuple ivoirien sur les menaces que constitue cette sortie, parce que ça peut raviver les rancœurs de ces Ivoiriens et ça peut menacer la paix sociale. Vous savez très clairement que le poids de cette charge des élections qui ont eu lieu, l'intrigue politique, la manière dont ça s'est résolu et ces propos-là peuvent remettre sous scellé les grandes rancœurs, les grandes frustrations, et ça peut avoir une issue extrêmement violente. C'est aux Ivoiriens et aux Africains de comprendre la subtilité des manipulations ou des chaos qu'on veut créer chez nous pour continuer à jouir paisiblement de nos ressources. Et c'est un cri de cœur que je tenais à lancer afin qu'ils se méfient de ces démons, parce que plus vous êtes en guerre, vous êtes en conflit, plus le colonialisme s'épanouit. Je pense qu'il faut travailler à déconstruire la perception et l'institution de l'école telle que pensée par Jules Ferry. Il faut sortir systématiquement de ce cadre. Je pense qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits au niveau des 3 pays, mais il faut aller encore plus brutalement. Parce que nous ne pouvons pas avoir une école qui ne connecte pas l'enfant à ses réalités immédiates et moyennes. Il ne peut pas être acceptable que le Burkinabé, qui est en classe de 3e, ne connaisse pas l'entièreté des potentialités de toutes les régions du Burkina, et qu'il soit plus apte à être projeté au Moyen-Orient ou pour aller se rappeler voilà, des Alpes italiennes. Et ça n'a pas de sens. Il faut abandonner, changer, comme Zerbo le dit, dans éduquer ou périr, les rails. Changer la direction de façon radicale. Il ne faut pas les changer parallèlement. Il faut carrément même changer la direction. Oui. Et je pense que c'est un élément assez central. Vous savez que nous faisons face à un État dont les actes révèlent clairement ce n'est pas de l'euphémisme. Non, mais c'est les actes. Non, je ne pense pas que nous sommes en train d'exagérer. Nous sommes en train de décrire la finalité de ce à quoi conduisent les actes posés par la République de France, qui sont officiels et qui sont cités par elle-même. Je pense que pour notre responsabilité à l'intérieur, pour ce qui nous concerne, pour que les djembé mané
n'est plus court dans les années à venir, parce que Blaise a eu l'ingénierie de mettre en place un système de transfert d'argent qui est le Djembé Mané. Certainement, les chercheurs devraient voir comment réétudier ça. Mais plus que jamais, il soit rayé de l'histoire de l'Afrique des processus de Djembé Mané. Et je pense que ça, c'est notre responsabilité au niveau local, en barrant la route à tous les imposteurs, qu'ils viennent par des coups d'État, qu'ils viennent par des rébellions, qu'ils viennent par des élections, que mais plus jamais ne parachute à la tête du destin national des imposteurs de cette catégorie. Et le dernier élément, c'est mettre en place de façon urgente un groupe de travail sur le colonialisme. J'ai l'impression que nous ne comprenons pas suffisamment le colonialisme, et comme le disait le grand frère Siaka Koulibaly, les subtilités et les manifestations similaires du colonialisme. Vous savez, des pays comme le Nicaragua, le Venezuela, mais ils travaillent par thème. C'est-à-dire, quand on dit l'impérialisme là, c'est quelques élites qui savent ce à quoi ils renvoient. Mais pour les paysans qui n'ont jamais même été à l'école, comment on lui explique ça? Il faut un groupe de travail sur le colonialisme. Nous sommes dans un combat contre le colonialisme et nous ne pouvons pas nous faire l'excuse et la rigueur de travailler de façon méthodique, à travers, s'il le faut, mettre en place un groupe de recherche qui va réfléchir sur le colonialisme afin de vulgariser, pour que le peuple soit au même niveau et pour qu'il n'y ait pas dans l'administration des réflexes de coloniser, et pour que dans les mentalités il soit déraciné les racines les plus solides du colonialisme. Et permettez-moi de chuter parce que c'est important. Il y a un travail de mémoire à faire pour rappeler aux Africains qui sont nos véritables bourreaux et nos véritables ennemis. Il faut faire l'inventaire, la cartographie de toutes les violences que l'Afrique a subies, de toutes les terreurs, afin qu'on ne se trompe jamais de l'identité de notre ennemi. Parce que je pense qu'on se trompe jusque-là. On vous a bien compris. Merci à tous pour vos différentes analyses. Donc, à cette émission Question majeure de ce soir qui s'achève. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité à cette émission. Nous espérons que vous avez donc pu mieux comprendre donc ces propos de Robert Bourgi qui sont donc contenus dans son livre. Merci en tout cas de votre fidélité à cette émission. On se retrouve dimanche prochain pour un autre numéro de Questions majeures. Bonsoir.